Enchaîné à la clôture de France Domaine, le geste désespéré de Sylvain Lemki après avoir épuisé tous les recours pour devenir propriétaire d'un terrain qu'il met en valeur avec sa famille depuis 30 ans. L'ancien président de la Chambre des métiers a été reçu plus tard dans la matinée. Alain Ayong, le Kama, s'est prêté au jeu des médias. Aujourd'hui, le successeur de Youssouphi Touré a pris poste lundi. Il annonce une remise en marche des services sur fond de dialogue social. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis Yannick Lebrun est au pays pour quelques jours. Le danseur professionnel guyanais évolue depuis 9 ans au sein de la compagnie Alvin Ailey. Il reviendra avec nous sur son parcours et ses projets. Entretien à suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ancien président de la Chambre des métiers, Sylvain Lemki, s'est enchaîné à la clôture de France Domaine à Cayenne ce matin. Un geste désespéré comme une dernière tentative après avoir épuisé tous les recours pour devenir propriétaire d'un terrain mis en valeur par sa famille depuis une trentaine d'années. Malgré de nombreuses démarches, il a finalement essuyé un refus en 2015. Une vingtaine de personnes sont venues témoigner leur soutien. Kerwin Alcide et Joanne Manus. On a marre dans ce pays de se battre pour des affaires d'autrui, pour nos propres affaires, alors qu'il y en a qui viennent et qui acquittent tout gratuitement. Il faut arrêter, il faut qu'on arrête ça. Une fois de plus, le temps est monté dans les couloirs de France Domaine. Ce service, chargé de gérer le patrimoine immobilier et foncier de l'État. Ce matin, c'est l'ancien président de la Chambre de métiers, Sylvain Lemki, qui est allé manifester sur place. Dès 5 h du matin, il s'est enchaîné à l'entrée de France Domaine pour interpeller la direction sur son dossier. 1 an et demi que je me bats. 1 an et demi que je me bats sur ce dossier. Et bon, c'était vraiment le ras-le-bol. Il fallait que ça s'éclate. Je ne veux pas laisser qu'on puisse m'expulser sur une parcelle que nous avions mis en valeur. Lorsque je dis nous, mes parents et moi. Sa demande pour accéder à un terrain à Montsenoiry a reçu un avis défavorable. Sylvain Lemki a depuis épuisé tous les recours juridiques. Depuis des années, il tente d'acquérir ce terrain pour agrandir son entreprise. Je souhaitais faire de l'élevage de poulets pour faire du boucanage, mais proposer à la population guyanaise et l'exportation des produits made in Guyane, c'est-à-dire des produits élevés en Guyane, abattus en Guyane, boucanés en Guyane et exportés. Suite au coup de force de l'ancien président de la Chambre de métiers, une rencontre s'est improvisée en présence des responsables de France Domaine. C'est une procédure qui est très ancienne, hein. Il y a plus de 30 ans d'histoire sur ce dossier, donc je ne peux pas la résumer de manière aussi simple et aussi rapide. Simplement, il y a des décisions qui ont été prises à un moment donné sur le dossier, mais rien n'est fermé. Ce qui a été convenu, c'est de bien travailler sur ce dossier, je ne dirais pas en reprenant tout depuis le début, parce qu'on est bien obligé de tenir compte des décisions, notamment du tribunal, mais dans un esprit tout à fait ouvert pour permettre à cette personne de trouver satisfaction dans ce dossier. Le député maire de Matoury, Gabriel Serville, est resté toute la matinée aux côtés de Sylvain Lemki. Il regrette que les Guyanais soient obligés de manifester de la sorte pour se faire entendre. C'est un cas qui fera école, qui servira d'exemple. D'ailleurs, on a sollicité que très rapidement, il y ait une mise à plat de tous ces problèmes de foncier que connaît la Guyane pour éviter que justement ce mode de fonctionnement devienne une règle. C'est dans le calme que les manifestants ont quitté les bureaux de France Domaine avec la ferme intention d'y revenir vendredi. Sylvain Lemki a rendez-vous ce jour-là avec la direction. Il saura enfin s'il arrive au bout de son combat. Et parmi les supporters de Sylvain Lemki, une habitante de Matoury en a profité pour parler de son propre dossier. Elle tente d'obtenir le titre de propriété d'un terrain qu'elle met en valeur également depuis 30 ans. Des terres qui lui auraient été accordées par la mairie à l'époque. Et ces longues démarches n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à ce jour. Elle a fait part de son ras-le-bol. Écoutez. Je vous dis, je ne suis pas propriétaire du terrain. Je travaille sur le terrain depuis 32 ans. Je ne suis pas propriétaire. Parce que personne ni ici, on ne veut pas me donner. Et avec l'ancien maire, c'était la guerre. Voilà. Pourtant, vous avez mis en valeur ce terrain. J'ai mis en valeur ce terrain. Il faut monter pour voir. J'avais une habitation un T4 dessus, qu'ils ont brûlé complètement. J'ai les photos. J'avais commencé une construction, 170 000 francs dans le temps. Un jour, c'est à plat. Alors, vous comprenez que ce n'est pas facile pour le Guyanais puisse avoir quelque chose. Et je me bats pour ça, je les ai dit. Vous allez m'enlever à l'appel, hein, je vous dis ça. Hein. Je ne vais pas sortir. Voilà. Les présentations sont faites. Le nouveau recteur Alain Ayong, le Kama, a pris ses fonctions lundi et s'est confronté aux médias ce matin. Le professeur d'université, successeur de Youssouphi Touré, annonce une remise en marche des services axés sur le dialogue social. Son ambition en clair, assurer une scolarité de qualité à tous les jeunes Guyanais. Ayodele Germa.
Alain Ayong Lekama avec ses collaborateurs directs à ses côtés et face à lui, les cadres responsables de l'éducation nationale en Guyane. J'ai accepté le poste en Guyane parce que je sais que les défis sont importants et je crois modestement, très modestement, avoir l'énergie pour y arriver. Ne pas faire d'affirmations définitives, ne pas user de la langue de bois ou bien encore être à l'écoute de ses collaborateurs. Un long monologue tenu par le nouveau recteur avant de se lancer enfin dans sa présentation. Agrégé de sciences économiques, cet ancien conseiller scientifique au commissariat général du plan expose son objectif principal, mettre en place une éducation de qualité et de masse pour la Guyane. On a une croissance démographique qui est forte, donc il faut trouver les moyens de fabriquer et de continuer et d'améliorer le type de scolarité et d'amener le plus grand nombre d'enfants à une scolarité de qualité qui va leur permettre d'être des adultes, comme je disais tout à l'heure, libres. L'arrivée du nouveau recteur s'inscrit dans une vague de mouvements syndical hérité du mandat de son prédécesseur Youssoufi Touré. Ce dernier a démissionné le 4 janvier dernier, avec en toile de fond la volonté des syndicats d'obtenir un recteur issu de l'Académie de Guyane et non guidé par des ambitions professionnelles. Alain Ayong Lekama se défend d'avoir accepté ce poste afin qu'il lui serve de tremplin. Réduire cela à des promotions personnelles, c'est vraiment totalement réducteur. Non, je pense que quand on accepte ce niveau de responsabilité, c'est qu'on a envie, et comme je le disais tout à l'heure, on a envie de faire des choses, on a envie d'apporter des choses. Et comme je l'ai dit, et je vais encore le répéter, moi, mon action, mon ambition, c'est de prendre une retraite future paisible, et que la retraite future paisible, ça dépend de quoi? Ça dépend tout simplement de ce que j'aurais pu faire pour les enfants de la Guyane. Voilà. Alain Ayong Lekama devra faire face à de nombreux dossiers, notamment la question des conditions de travail des enseignants dans les communes isolées, qui a récemment été pointée du doigt par le syndicat UNSA Éducation lors d'une grève le 10 janvier dernier. Je m'inscris dans la capacité à donner, y compris aux 150, 160 enfants de Camopi, les moyens de scolarité de qualité. C'est mon devoir. 8 logements de fonction sont en cours de construction à Camopi. Ils devraient être prêts pour la rentrée prochaine, date à laquelle le nouveau recteur devra certainement faire la preuve de l'adaptation de son mode de gestion aux problématiques guyanaises. Une éducation de qualité pour un maximum de jeunes Guyanais, une promesse qui mènera Alain Ayong Lekama dans les communes de l'intérieur, où pour certains jeunes, le trajet vers les salles de classe revêt encore des allures de parcours du combattant. Ce fut le cas des enfants de Favard, jusqu'à l'ouverture il y a 3 ans d'une école dans le village, un petit établissement permettant de scolariser une dizaine d'élèves de 2 sections, un souffle surtout pour ces jeunes et leurs parents. Voyez ce reportage signé Ayodele Germa. Hervé est enseignant au village Favard. Sa journée de travail débute comme ceci. Tous les matins et tous les soirs, tu prends la pirogue, c'est hyper agréable en fait. Souvent, quand tu rentres ou quand tu vas aller au boulot, tu penses aux autres qui vont au boulot, genre à Paris, en voiture, dans les embouteillages. Tu es assez content, quoi. Il y en a beaucoup qui aimeraient être à ta place en fait. Ici, les élèves habitent à moins de 2 minutes de leur école. Au village Favard, cette proximité est un luxe réservé aux enfants de petites et moyennes sections depuis 2013 dans cette école expérimentale. La classe est rattachée à l'école de Roura. Voilà. L'école se déplace ici pour inscrire les enfants. Les autres jeunes, il y a 2 départs de pirogue. Il y a un départ à 5h30 et un départ à 7h pour les plus petits. 5h30 c'est pour les collégiens et lycéens et 7h c'est pour les plus petits. Et après, ils arrivent à Roura, alors soit ils prennent le bus pour aller à l'école primaire, soit les maternelles, c'est juste à côté, donc ils y vont à pied. Donc voilà, ça leur fait des longues journées, parce qu'après, surtout les lycéens, collégiens, ils doivent reprendre le bus, puis revenir à 18h30, ils rentrent au village. Pour l'aller-retour, comptez en moyenne 2 heures, dont la moitié en pirogue. Vanessa a fini ses classes il y a quelques mois, elle se rappelle. C'est le seul moyen qu'on a pour aller à l'école. Mais c'est pas vraiment bien parce que quand il y a la pluie, c'est pas super. Le village Favard est une concession d'habitation amérindienne fondée en 1973 au bord du Mahuri dans la commune de Roura. 150 personnes vivent ici, dont une dizaine de jeunes de plus de 18 ans. L'endroit est accessible par piste, mais le trajet en pirogue est plus rapide pour se rendre dans le bourg de Roura. Tommy se rappelle avoir souvent été en retard à l'école. Les profs comprenaient un peu, mais après, ils avaient marre. Parce que des fois je venais pas, des fois je venais, un jour je venais pas, un jour. Des fois j'ai raté beaucoup de contrôles. Ce serait cool d'avoir une école à côté,
Le collège à côté, le lycée à côté. Selon la municipalité de Roura, il s'agit là d'un vœu difficilement réalisable. Le collège et le lycée les plus proches sont à Matoury et l'école primaire est à Roura. Construire une autre école primaire dans le village Favard générerait un double coût. En bref, dans l'affaire des marchés truqués de la CCOG, l'avocat général de la Cour d'appel de Basse-Terre a requis hier une peine de 3 ans de prison avec mandat de dépôt, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Léon Bertrand, le maire de Saint-Laurent comparé, vous le savez, dans un nouveau procès en appel qui s'est ouvert hier matin sur la question de l'aménagement de sa peine, l'ex-ministre ayant déjà été reconnu coupable de corruption passive et favoritisme, décision attendue le 8 mars prochain. On ouvre une page santé avec ce danger qui guette l'EHPAD Edmar Lama à Cayenne. L'établissement est sous haute surveillance depuis 2 semaines suite à une alerte à la légionelle, bactérie pouvant provoquer une infection respiratoire lourde et détectée dans les circuits d'eau chaude du pensionnat. L'ARS assure que des mesures ont déjà été prises pour l'éradiquer. Si la démarche n'aboutit pas, un traitement au chlore devrait être effectué. Le personnel de santé exprime toutefois une grande inquiétude. On écoute la secrétaire générale adjointe de l'UTG Santé. Nous sommes dans un établissement sanitaire où l'on devrait mettre en place tout ce qui est prévention concernant l'hygiène des personnes qui occupent cet établissement. Par conséquent, ceci étant, le risque zéro n'existe pas. Nous ne disons pas que ça ne pouvait pas arriver. Maintenant que c'est là, il y a des procédures. Alors nous avons pris nos responsabilités. Les camarades de l'UTG, membres de cette instance, se sont rendus sur le site et ont constaté quoi? Que y a des filtres qui sont mis, mais qui manquent, puisque sur des robinets et des douches où ils ne sont pas présents. Alors peut-être que c'est un manque. On s'est rendu compte qu'on demande simplement aux agents de purger l'eau avant de pouvoir faire le premier geste, de remplir des bouteilles, alors que nous on pensait que c'était des bouteilles avec de l'eau extérieure qu'on donnait. Une fois qu'ils ont purgé l'eau, ils remplissent les bouteilles pour pouvoir pallier à l'hygiène du résident. Mais on se moque de qui là? On aimerait savoir si le comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail n'a pas le droit de participer à cette cellule de crise. Nous, les procédures, elles sont claires. Nous ne les inventons pas, nous le disons tous les jours. Nous ne sommes pas législateurs. Nous faisons en tant que faire se peut de les appliquer. Donc quand vous ne regroupez pas les personnes concernées, les acteurs concernés à ces effets, vous ne pouvez pas déclarer que vous avez une cellule de crise. Nous devons siéger dans cette cellule de crise. Quand je dis nous, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. D'accord ? Et nous sommes suffisamment actifs sur le terrain pour ne pas nous ignorer quelque part. En Martinique, c'est une page qui se tourne pour l'hôpital Pierre Zobda Kitman. Le déménagement de 8 services a commencé hier matin. En tout, ce sont 200 lits et plus de 800 agents hospitaliers qui devront prendre possession de leurs nouveaux locaux situés juste derrière cet hôpital. Le bâtiment de 29 000 m² répond aux dernières normes parasismiques et dispose d'un plateau technique performant. Il sera accompagné d'une nouvelle organisation des services. Présentation Jean-Marc Dabreux, Guy Raphaël René. Un déménagement ou pas de charge, chassé croisé de brancards dans les couloirs. Les premiers concernés, les patients. Au service de médecine vasculaire, nous croisons ces 2 malades. Ils s'apprêtent à quitter leur chambre. J'étais parmi les 5 personnes qui sont inscrites à l'hôpital de cet hôpital-là lorsqu'il a été construit. Et je vais parmi les premiers qui vont entrer là-bas. Donc je ne sais pas, c'est un hasard. Ça me fait plaisir quand même, parce qu'au moins que je dois sortir cette semaine, mais au moins j'ai le temps d'entrer là-bas. Les brancardiers et les logiciens sont aussi mis à contribution. En tout, 200 lits doivent être transférés, dont les nouveaux locaux situés à l'autre bout de l'hôpital. Avec les mobiliers, donc c'est plus pratique et on gagne plus de temps. À 7 heures. En tout cas avant 4 heures au moins. Du côté du personnel soignant, déménagement rime avec rangement. Pansements, seringues et autres doivent trouver leur place dans une nouvelle salle de préparation de soins. Un bouleversement quand même. Faut tout réorganiser, tout réétiqueter, tout ranger, tout transporter par là et puis repartir de zéro. Le cœur de cette machine, le nouveau plateau technique, avec des blocs opératoires dernier cri. En tout, 30 millions d'euros d'équipement médical, de lourds investissements accompagnés par une réorganisation des services dite horizontale. Pour la direction, il s'agit de mutualiser
À terme, 31 postes devraient être supprimés. Et donc l'idée à travers ce nouveau plateau technique, c'est d'aller vers l'optimisation. Alors qui dit optimisation dit parfois mutualisation des moyens paramédicaux, notamment des personnels paramédicaux. Et c'est sur ce point-là que le personnel souhaite avoir des assurances. Mutualiser certes, rationaliser certes, réduire à la marge les effectifs, c'est ce que nous demande notre tutelle pour pouvoir petit à petit résorber le déficit. Les locaux sentent le neuf. Quelques travaux de finition sont toujours en cours et d'ici la fin du mois, les 8 services concernés devraient être installés dans un nouveau bâtiment, baptisé provisoirement Hôpital Pierre Zobda Kidman II. On s'intéresse à présent au concept du panier agricole à Mana. En place depuis un an, le système est dépoussiéré cette année et tend à se répandre dans tout l'ouest du territoire. L'idée est de mettre en lien direct agriculteurs et consommateurs autour de produits frais et bio. Chaque semaine, les clients inscrits reçoivent un panier garni. Une opération menée par la Maison de l'Agriculture et le groupement de développement agricole de Mana, dont le point mensuel a été suivi pour nous par Elsa Gonzalez. On écoute les précisions recueillies sur place. L'objectif, c'est de redynamiser les circuits courts qui se faisaient déjà. Et nous avions pris les attentes et comme vous l'avez constaté, les gens ils étaient motivés et ils sont dans une dynamique de reprendre les paniers de fruits et légumes, même voire des caissettes de viande et des plateaux d'œufs. Les agriculteurs ils évoquaient le problème qu'ils n'arrivaient pas à écouler leurs produits. Donc c'est de là qu'est venue l'idée des circuits courts. Et déjà, non seulement pour redynamiser l'économie, il y a aussi des questions environnementales et tout. Donc on a dit, on fait des paniers de fruits et légumes. Donc on s'est rendu chez les agriculteurs pour leur proposer l'idée qui était partant, ils étaient partants sur ça. Après, on a fait une communication autour de nous et les gens aussi étaient intéressés. On a fait une réunion, on leur a proposé ce que nous, on avait avec les produits et tout. Et c'est comme ça que les commandes ont commencé petit à petit. Aujourd'hui, il y a une dizaine de paniers de fruits et de légumes par semaine. Plusieurs objectifs. En premier, sachant que c'est dynamiser notre économie, l'économie de l'ouest de la Guyane, en particulier de Mana. Ensuite, aider nos producteurs à écouler leurs produits et pour qu'ils aient plus de revenus. Et l'autre objectif aussi, c'est aussi des questions environnementales, vous voyez, avec le respect de l'environnement aujourd'hui. Si on peut avoir des circuits courts qui permettent aux consommateurs d'entrer en contact avec le producteur, ça crée aussi des relations de confiance entre les producteurs et les consommateurs. Je rejoins à présent notre invité ce soir, le danseur Yannick Lebrun. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, vous êtes danseur professionnel et vous évoluez au sein de la compagnie Alvin Ailey depuis 2008 déjà. C'est ça. De retour au pays pour quelques jours, mais pas de masterclass cette fois-ci car vous êtes en vacances. Oui, je suis en vacances. Je m'impose quand même un repos physique voilà, je suis là pour me ressourcer, recharger mes batteries également. La fin d'année 2016 a été très chargée, très riche avec une grande tournée internationale et une grande saison 2016 au City Center à New York. Mais je suis quand même retourné à la DACLA, ma première école de danse, et je suis à la rencontre des jeunes. Dernièrement, j'ai fait un déplacement à l'IFAS et il y aura vendredi quelque chose d'intéressant que je vais développer plus tard. On en parlera effectivement tout à l'heure. En tout cas, c'est aussi l'occasion pour nous de vous recevoir sur notre plateau pour raconter à la fois votre parcours et puis vos projets futurs. Vous êtes repéré, on repart un peu au début, vous êtes repéré à l'âge de 14 ans, c'était en Guyane, par la directrice de l'époque de la compagnie Alvin Ailey. Voilà, de l'école Alvin Ailey, voilà. Et ben oui, parce que lorsque j'ai commencé à faire les concours régionaux et nationaux, j'ai commencé à prendre goût à cette discipline. Il faut savoir que Denise Jefferson, qui était la directrice de cette école, est venue 2 fois en Guyane, en 2002 et en 2003. Elle m'a repéré, elle m'a donné la possibilité d'aller étudier aux États-Unis par la suite, après mon bac, que j'ai obtenu en 2004. Oui, parce qu'au départ, c'était un petit stage d'1 mois. Voilà, c'était des stages d'1 mois en 2002 et en 2003. Et on partait souvent en groupe. Et ensuite, ça a été le déclic en terminale. Lorsque j'ai su que j'avais eu cette bourse, tout le monde m'a poussé, elle m'a aussi
Voilà, elle m'a aussi dit que c'était possible et donc je me suis lancé. Vous y avez cru. Voilà. Vous teniez vraiment à intégrer la compagnie Alvin Ailey ou peut-être une autre école? On pense à d'autres compagnies très célèbres au même titre. Peut-être était-ce l'histoire de cette compagnie? Oui, c'est vrai que l'histoire de cette compagnie m'a toujours intéressé. Le répertoire également, très varié, avec des chorégraphies, mais voilà, qui passent du modern jazz au contemporain, néoclassique, au hip-hop même, africain également. Et voilà, c'est vraiment une compagnie qui est riche d'histoire. Bientôt, nous allons célébrer les 60 ans de sa compagnie. Et je suis actuellement le seul Français de la compagnie. Donc c'est vraiment un honneur et une fierté de faire partie de... On dit souvent le seul Guyanais, mais vous êtes surtout aussi le seul Français à en faire partie. Ça fait donc 9 ans environ que vous évoluez, que vous vivez ce rêve à New York, Yannick Lebrun. Vous faites partie donc de ces jeunes Guyanais qui évoluent à l'étranger, qui réussissent dans le milieu de la danse. Alors il y a d'autres milieux, mais en tout cas dans la danse, vous êtes quelques-uns à réussir. On pense bien sûr à Sisley Loubet ou encore à Odiane. Et puis finalement, des liens mutuels de soutien se sont créés entre vous. Ben, c'est très important justement, voilà. Oui, c'est ces liens de rester solidaires, de rester unis, de prendre des nouvelles également. Sisley Loubet par exemple réside à Los Angeles, moi sur New York, Alizé Uterrain par exemple à New York, et nous restons vraiment soudés, et à chaque fois qu'on se voit sur New York, c'est vraiment la bande des Guyanais, quoi. Donc c'est vraiment important pour nous. On rappelle quand même, pour ceux qui ne le savent pas, que Alizé Uterrain ne danse pas. Non, elle ne danse pas, c'est la fondatrice du magazine Alizé la vie. C'était simplement pour le rappeler. En tout cas, justement, vous rappelez souvent à quel point c'est important pour vous de souligner vos origines. Vous êtes Guyanais, vous en êtes fiers. Pourquoi est-ce si important pour vous de le rappeler partout où vous passez? Parce que c'est important de rappeler que oui, déjà, que la Guyane que la France, que la Guyane existe, que la France a des départements d'outre-mer qui doivent être valorisés et oui. Et que c'est important en tout cas pour les jeunes, peut-être de montrer un peu l'exemple aussi. Alors malgré tout ce succès, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes déjà passé à la Daclam en rentrant, vous gardez justement contact aussi avec la Guyane, notamment avec la présidente de l'association Adaclam, qui vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui dans tout votre parcours. Dans tout mon parcours, que ce soit dans mes déplacements en France, mais dans mes représentations également à New York. Il faut savoir que Mme Vérin a fait énormément de déplacements pendant le mois de décembre pour venir me voir dans mes plus grandes représentations. Donc ce soutien était très important pour moi et restera toujours gravé dans mon cœur parce que c'est un petit peu la deuxième maman en fait. Voilà, et donc voilà, d'une certaine manière. Oui. Alors donc on en parlait tout à l'heure, vous êtes le seul Guyanais mais aussi le seul Français à faire partie de la compagnie Alvin Ailey. Après une telle aventure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous comptez faire après peut-être ce passage à Alvin Ailey? Alors c'est vrai que pour l'instant je me réjouis de ma présence dans cette compagnie. Ma carrière de danseur ne sera pas finie, donc pourquoi pas une autre compagnie, pourquoi pas la chorégraphie, être invité dans d'autres pays. Voilà. Une compagnie Yannick Lebrun? C'est possible, mais pour l'instant c'est pas encore dans mes projets, mais voilà, aussi des projets sur le territoire guyanais, qui sait. Oui. Ce serait super. En tout cas, voilà, du haut de vos 30 ans, vous êtes encore loin bien sûr de ça, mais quand même, on pense facilement à Caroline Carlson, la célèbre danseuse américaine, qui aujourd'hui encore danse toujours et puis a créé sa propre compagnie. Est-ce que pour vous, ce type de personne est un exemple? Oui, c'est un exemple, voilà, pour toute personne qui souhaite continuer dans la chorégraphie, et je pense également à d'autres personnes qui ont su, avec brio, voilà, monter des compagnies et ne jamais se relâcher malgré les difficultés, justement. Parce que c'est pas facile. Tout à fait. En attendant, vous êtes là et vous êtes jeune, vous êtes de passage en Guyane, vous comptez, vous le disiez, rencontrer pas mal de personnes, notamment vendredi où vous tiendrez un meeting à l'Ancre. Alors expliquez-nous. Alors en fait, c'est un échange, une rencontre qui a été organisée par l'Ancre et en association, en collaboration avec la Daclam. Il y aura une vente de posters également. Donc cette affiche, il faut savoir que j'ai fait l'affiche de la compagnie pour la saison 2016-2017. Et cette fameuse affiche qui est partout aux États-Unis, dans plusieurs villes américaines, sera en vente. Voilà, à l'Ancre, il y aura les personnes pourront venir, jeunes, moins jeunes, danseurs ou pas, voilà, acheter leurs posters, poser des questions. Donc ce sera vraiment un moment d'échange et
une agréable rencontre. Voilà. Un moment d'encouragement. Oui. Merci beaucoup Yannick Lebrun d'avoir été avec nous ce Merci. soir. Bon vent et puis bonne année, bonne fin de séjour en Guyane. Allez, on poursuit tout de suite avec cette mise en valeur du carnaval de chez nous. Depuis une dizaine d'années, Marie-Rose Parenteau expose sa passion, des poupées créoles, des masques de Touloulou, encore d'autres accessoires spécialement retravaillés pour cette période du carnaval. L'édition 2017 est disponible depuis lundi à l'Office de tourisme de Cayenne jusqu'au 15 février. Kerwin Alcide et Joanne Manus nous en montrent un petit morceau. Moi qui vis gentil, doudou souffre, moi ça, campagne à casser. Lundi, c'était belote. Mardi, c'était la chasse. Mercredi, on parle la fête. Jeudi, oui. Boîte de nuit. Vendredi, la matador. Samedi, chez Paulina. Le dimanche aussi. Lundi, c'était belote. Ce sont les dernières créations de poupées, de masques, les grands, les petits, les loups, les petites, tout ce qui est miniature, les petites broches, les magnettes, etc. Des bracelets, parce que j'ai fait de nouvelles créations et avec des bracelets et toujours sur le mode du carnaval. En Corée, j'ai vu des masques, au Japon. Et puis je dois dire que j'adore ça, je ne sais pas pourquoi, enfin je travaillais en psychiatrie avant, donc j'étais infirmière et donc de la tête, j'ai pas pu me séparer des têtes, je suis revenue au masque. Les gens disent qu'ils ressemblent à des masques vénitiens, mais en fait pas tous, puisqu'ils sont différents. Et moi je dirais que, je répondrais qu'en fait à Venise, on ne trouve pas la faune et la flore de Guyane. Or c'est ce que je peins sur les masques ici. Et c'est ce qui fait la caractéristique des masques de Guyane. Une chose qui m'anime, c'est de voir le plaisir dans les yeux des gens qui regardent ça, puisque pour moi c'est important que ce soit beau. Voilà, et je travaille toujours dans ce sens avec cette idée que les éléments doivent être beaux. Et la beauté, l'esthétique, et c'est le reflet de la Guyane, donc pas de problème. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec notamment cette image. Il s'est enchaîné aux barrières de France Domaine, le geste désespéré de Sylvain Lemki après avoir épuisé tous les recours pour devenir propriétaire d'un terrain qu'il met en valeur depuis une trentaine d'années. L'ancien président de la Chambre des métiers a été reçu plus tard dans la matinée. Alain Young, le Kama, s'est prêté au jeu des médias aujourd'hui. Le successeur de Youssoufi Touré a pris poste lundi. Il ne compte pas se servir de cette expérience en Guyane à des fins personnelles, a-t-il indiqué. Enfin, Yannick Lebrun est au pays pour quelques jours. Le danseur professionnel guyanais évolue depuis 9 ans au sein de la compagnie Alvin Ailey. Il est revenu avec nous sur son parcours et ses projets. C'était notre invité ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo de Christine Lauréat. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.